Merci beaucoup, cher Gérard, de me donner ainsi le floor, mais je vais parler en français après cette excellente expression en anglais. Et je laisse ainsi à chacun, s'il en a besoin, le temps de se munir des petits instruments qui permettront de mieux me comprendre. Mesdames et messieurs, d'abord je voudrais saluer ceux avec lesquels j'ai eu le bonheur de prendre un déjeuner hier. Saluer ceux avec lesquels j'ai eu le bonheur de prendre un dîner hier. Et saluer tous les autres avec lesquels j'ai le bonheur et l'honneur de prendre en quelque sorte un petit déjeuner. C'est vous dire combien nous sommes les uns et les autres, le président de la République en premier titre, mais aussi l'ensemble des ministres directement concernés, extrêmement mobilisés. Et je souhaite vous dire en quoi un ministre des Finances, évidemment, un jour comme celui-ci et lors d'une réunion comme celle-ci, est particulièrement mobilisé sur les questions de financement du climat. Nous portons tous une ambition collective et il appartient à chacun d'entre nous, les États bien sûr, mais les acteurs non étatiques, collectivités locales, ONG et bien évidemment entreprises, d'y contribuer. L'objectif, c'est de parvenir à une alliance de Paris pour le climat, qui nous permette, chacun en connaît les enjeux, de contenir la hausse des températures par rapport au niveau pré-industriel, ce qui définit une trajectoire mondiale de transition vers des économies décarbonées, tout en apportant les outils nécessaires pour adapter les sociétés aux dérèglements déjà existants. C'est bien d'une alliance dont le monde a besoin pour faire face aux défis du changement climatique. Et dans cette alliance, la question des financements de la lutte contre le réchauffement climatique sera fondamentale pour construire un accord en décembre, pour assurer la mise en œuvre effective, globale, massive de la transition vers des économies sobres en carbone. Nous devons d'une part crédibiliser les engagements passés et tout particulièrement le respect de cet engagement pris à Copenhague d'atteindre la cible dite des 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 de financement climat public et privé, financement des pays développés vers les pays en développement. Comme vous le savez, les banques multilatérales de développement, les membres de l'International Development Finance Club ont avancé dans le travail d'harmonisation de leurs règles de comptabilisation des financements climat. Un accord a été trouvé, à Bercy d'ailleurs, le 31 mars dernier concernant l'atténuation et les travaux sur l'adaptation ainsi que sur l'effet de levier se poursuivent. L'autre enjeu, en ce qui concerne ce premier pilier, c'est de rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel, capitalisé fin 2015 à hauteur de 10 milliards ou un peu plus de dollars. Il importe que ce fonds puisse engager rapidement des projets qui permettront d'aider les pays en développement à financer la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, en particulier pour les pays les plus vulnérables, de soutenir dans un premier temps leur politique d'adaptation aux effets des changements climatiques. Nous devons, d'autre part, plus largement, réorienter les flux financiers vers le financement d'économies bas carbone et résilientes, ou pour reprendre la question posée lors de cette journée, how to shift the trillions. À l'occasion du sommet pour le climat organisé en septembre dernier à New York, nombre d'acteurs financiers, dont vous êtes, ont pris de premiers engagements ambitieux, par exemple de maîtriser l'exposition au risque carbone de vos portefeuilles ou encore de développer le marché des obligations vertes. Désormais, nous abordons une autre phase, celle où l'ensemble du système financier doit prendre en compte les risques climatiques dans ses activités et non plus uniquement les pionniers comme vous qui avez montré la voie. Cela suppose d'intégrer dans des décisions stratégiques, dans des processus opérationnels, les conséquences des dérèglements climatiques, ce qu'on appelle souvent le risque climat. Cela suppose aussi l'adoption de mesures
pour lutter contre le changement climatique. Je vais prendre quelques exemples. Pour un investisseur institutionnel, il y en a beaucoup ici que je salue, il s'agit de connaître l'exposition de son portefeuille au risque carbone, de mettre en œuvre une stratégie de maîtrise de cette exposition, dite de décarbonation du portefeuille, qui peut prendre des formes diverses, désinvestissement de certains secteurs, utilisation d'indices bas carbone, dialogue actionnarial engagé sur les enjeux climatiques avec le management des entreprises dans lesquelles il a investi. Pour un assureur, il y en a d'autres ici, je les salue, qui n'est pas seulement un investisseur institutionnel, il l'est par ailleurs, il peut s'agir aussi de participer au processus d'élaboration des plans d'adaptation qui sont décidés, mis en œuvre par les pouvoirs publics, pour les prendre ensuite en compte lorsqu'ils assurent les risques. Pour un banquier, il s'agit de mieux prendre en compte des risques qui restent aujourd'hui parfois négligés parce que les décisions sont prises sur la base d'extrapolation du passé, ce qui sous-estime évidemment le risque climatique. Mieux comprendre quelle sera effectivement la demande d'énergie et de carburants fossiles, mieux apprécier les implications de la politique de réduction des émissions a certainement un impact sur la décision d'octroyer un crédit pour le financement d'un projet, voire pour l'achat d'une maison. Enfin, les agences de notation, tout ce qui concerne l'analyse financière, parce que les décisions des acteurs économiques s'appuient sur le résultat d'une analyse, doivent prendre en compte finement les enjeux climatiques. Mesdames, Messieurs, j'ai indiqué ma volonté d'une prise en compte du risque climatique par l'ensemble du système financier mondial. Et c'est pourquoi les engagements que vous avez commencé à prendre à New York, que vous allez continuer à prendre aujourd'hui, méritent d'être d'une part amplifiés et élargis, et d'autre part clarifiés. D'abord amplifiés en termes de montant. La tendance récente montre que nous sommes sur la bonne voie, et je salue à cet égard la coalition des décarbonations de portefeuille créée sous l'égide des Nations Unies et qui porte aujourd'hui sur des actifs de 45 milliards de dollars. Les engagements doivent être aussi élargis à de nouveaux acteurs, tant sur le plan sectoriel que sur le plan géographique. Les acteurs financiers du monde entier sont concernés, et pas seulement dans les pays développés. Et je veux saluer à ce titre la présence aujourd'hui de plusieurs acteurs financiers de pays émergents, la Caixa Econômica Federal du Brésil, la Yes Bank d'Inde, l'Université Renmin de Chine, la compagnie d'assurance de l'Union africaine. L'élargissement doit être aussi sectoriel. Il y a parmi nous aujourd'hui de nombreuses compagnies d'assurance, des investisseurs institutionnels, une agence de notation, je les ai cités, mais j'appelle tous les acteurs financiers à se mobiliser avec autant d'énergie, à faire des propositions, à s'engager et ainsi à rejoindre le mouvement collectif. Enfin, ces engagements doivent être aussi clarifiés et rendus encore plus transparents pour permettre un dialogue avec la société civile, car nous avons un devoir vis-à-vis des citoyens. Soyons clairs, il faut qu'au-delà des discours, les engagements se transforment en actes et il nous faut éviter tout soupçon de faux verdissement afin que ce mot de verdissement, aujourd'hui très à la mode, ne soit pas vite galvaudé. D'une part, il faut développer davantage les codes et les échanges de bonnes pratiques. Les banques de développement travaillent sur ce point. Il existe déjà des principes communs sur les obligations vertes, les Green Bonds Principles, qui ont été récemment renforcés. D'autre part, il nous faut adopter une transparence accrue avec un enregistrement harmonisé des engagements de chacun. Et je tiens de ce point de vue-là à saluer le lancement il y a 2 jours, dans la perspective de l'événement d'aujourd'hui, de la Global Investor Platform. Je souhaite que de telles plateformes, et Paris vient de montrer sa volonté d'agir dans ce domaine, puissent être étendues à l'ensemble des acteurs. Elles sont en effet essentielles pour organiser les engagements, les recenser, les rendre visibles et transparents. Elles permettront également le dialogue avec la société civile et avec les États. Ces plateformes témoigneront que le secteur financier fait partie intégrante de l'Alliance de Paris pour le climat.
Mesdames, Messieurs, dans cette nouvelle phase de prise en compte du risque climatique par le système financier mondial, les pouvoirs publics ont également un rôle à jouer. Il nous faut, je me mets évidemment dans ces pouvoirs publics, prendre notre part des efforts nécessaires pour assurer une transition ordonnée vers une économie bas carbone. L'accord de Paris et les contributions nationales des États joueront bien sûr un rôle fondamental, mais j'ai, avec mes homologues ministres des Finances, la responsabilité de m'assurer que le système financier permettra également cette transition. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup œuvré, au-delà de cette musique qui m'accompagne, à ce que le G20 charge le Conseil de la stabilité financière, le FSB, d'engager des travaux sur la prise en compte opérationnelle des risques climatiques par le secteur financier. Les discussions que vous aurez cet après-midi sur le rôle des politiques publiques et les standards pour construire un système financier durable permettront d'alimenter encore davantage ces travaux. L'appropriation par les acteurs financiers de la réalité du risque climatique est essentielle pour modifier en profondeur les comportements. Et c'est pour accélérer cette appropriation en France que le gouvernement vient de proposer, dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à la transition énergétique, qui est en cours de discussion, y compris à l'heure actuelle, pour la croissance verte, que les investisseurs institutionnels publient des informations sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement de l'exposition aux risques climatiques. Par ailleurs, nous savons tous que le carbone a un coût. Ce coût est environnemental et social. Et c'est pourquoi nous savons tous qu'il nous faut également faire en sorte que le carbone ait un prix. Dans ce cadre, le rôle des pouvoirs publics est d'envoyer sur la durée les bons signaux économiques. Ceux-ci ne sont pas forcément les mêmes partout. Cela dépend des cadres économiques et politiques des pays. Il peut s'agir de la mise en place de marchés carbone, de taxes carbone, du démantèlement des subventions aux énergies fossiles, de normes de pollution pour les voitures, etc. Je souligne à cet égard les engagements de la Carbon Pricing Leadership Coalition, initiée par la Banque mondiale, autour de la question de la tarification du carbone, que de nombreux acteurs étatiques et non étatiques, dont la France, ont déjà rejoint. Chers amis, et pour conclure, je souhaite que cette importante journée vous permette d'échanger sur des solutions innovantes pour assurer la mobilisation de financements nouveaux pour la lutte contre le changement climatique. Conjointement avec la présidence péruvienne, je vous donne rendez-vous en octobre à Lima pour que nous fassions ensemble le point sur les travaux qui auront été conduits dans la perspective de la conférence de Paris. Vous pouvez évidemment compter sur les pouvoirs publics, sur les ministres des Finances, les autres évidemment, mais les ministres des Finances, puisque nous parlons finances. Et je compte aussi sur vous pour créer un effet d'entraînement sur l'ensemble du système financier mondial dans l'objectif de construire ce nouveau modèle économique sobre en carbone. Je veux le redire ici, ce sont l'ensemble des flux financiers qui doivent être réorientés pour atteindre cet objectif dont nous sommes tous responsables vis-à-vis des générations futures. Je vous remercie de votre attention.